L'appel de la forêt. Vers la fin de 1897, entre le Canada et l'Alaska, les hommes, en creusant la terre obscure, avaient trouvé un métal jaune enfoncé dans le sol glacé de ces régions arctiques, et ils se ruaient en foule vers le nord. Mais il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes, aux muscles forts pour travailler et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Buck habitait une belle demeure dans une vallée ensoleillée de Californie. Il en était le monarque absolu depuis 4 ans. C'était un magnifique chien dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque Terre-Neuve, son père, tandis que la beauté des formes et l'intelligence du regard lui venaient de sa mère, fine chienne collet de pure race écossaise. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge Miller qu'il suivait dans toutes ses promenades. Buck menait une existence agréable. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous. Il semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska. Et c'est précisément ce qui advint grâce à la trahison d'un aide-jardinier. Le misérable avait la passion du jeu, et par conséquent, de gros problèmes d'argent. Un soir, que le juge était sorti, il appela doucement Buck, qui le suivit, convaincu qu'il s'agissait d'une simple promenade. Tous deux quittèrent la propriété et arrivèrent tranquillement à la gare du village. Là, un homme inconnu plaça quelques pièces d'or dans la main du traître, qui jeta au cou de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Bien que ce procédé les surprit, Buck supporta cet affront avec calme et dignité. Il avait, par habitude, confiance en tous les gens de la maison. Toutefois, quand l'étranger fit mine de prendre la corde, Buck manifesta son déplaisir par un profond grondement. Aussitôt, la corde se resserra, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jeta sur l'homme. Celui-ci donna alors un tour de poignet vigoureux. La corde se resserra encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tordit, impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrirent d'un nuage, devinrent vitreux, et c'est à demi-mort qu'il fut brutalement jeté dans un fourgon à bagages. Dans le train qui l'emporta, Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage. Il aperçut alors l'homme auquel le jardinier l'avait livré et bondit sur lui, ivre de rage. Mais la corde se resserra aussitôt et l'étrangla. Les mâchoires puissantes du molosse eurent le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu'à l'os. Lorsque le train arriva à San Francisco, le voleur était en piteux état et il traîna Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche. Là, des hommes limèrent son lourd collier de cuivre marqué au nom du juge et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Durant les 48 heures qui suivirent, il fut transbordé d'un train à un autre et traversa ainsi une grande étendue du pays sans pouvoir boire ni manger. La soif cruelle desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui arrivait, sentait croître son indignation et sa colère. Le débonnaire compagnon du juge Miller devenait un animal farouche, prêt à bondir sur le premier qui passerait à sa portée. Enfin, on débarqua sa caisse et on la transporta dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles, dans laquelle se tenait un homme trapu, le buste pris dans un maillot de laine rouge aux manches retroussées au-dessus du cou. Devinant en lui un nouvel ennemi, Buck se rua contre les barreaux en poussant un véritable hurlement. L'homme ouvrit sa cage avec un mauvais sourire.
Buck, l'écume à la gueule, bondit sur lui, mais il fut reçu d'un coup de gourdin en plein crâne qui le jeta à terre. 10 fois, 20 fois, il repartit à l'assaut, mais à chaque tentative, un coup formidable arrêtait son élan. Enfin, étourdi, Buck demeura à terre, haletant. Le sang coulait de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Son poil était souillé d'une écume sanglante. La malheureuse bête sentait son cœur généreux prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante. Alors, l'homme, froidement, délibérément, prenant à 2 mains son gourdin, asséna sur le nez du chien un coup terrible. Buck poussa un hurlement. L'homme s'approcha de lui et lui dit « Eh bien, mon garçon, comment ça va? Paraît qu'on t'appelle Buck? Alors écoute-moi bien, Buck. Si tu es un bon chien, tout ira bien entre nous. Sinon, tu auras affaire à mon bâton, compris ?» Il passa sa main calleuse sur la tête ensanglantée de Buck, qui sentit son poil se hérisser à ce contact, mais ne protesta pas, et but avidement l'eau fraîche qui lui était offerte. Buck, vaincu, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait pas de sa vie. C'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue. Se trouvant pour la première fois face à la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l'inévitable. D'autres chiens arrivaient en grand nombre et chaque fois se renouvelait la scène brutale de son arrivée. Souvent, il venait des étrangers qui, en échange de quelques pièces d'or, emmenaient un ou plusieurs chiens qui ne réapparaissaient plus. Buck ne savait pas ce que cela signifiait. Enfin, son tour vint. Perrault était un petit homme sec et vif, à la mine futée. C'était un connaisseur, et dès qu'il aperçut Buck, il sut qu'il ne rencontrerait jamais son égal. Buck, attentif, entendit tinter l'argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur, et, avec Curly, un Terre-Neuve d'un excellent caractère, il suivit son nouveau maître. Ensemble, ils prirent un paquebot, et Buck fit la connaissance d'un géant à la face basanée qui répondait au nom de François. Il ne tarda pas à ressentir pour les 2 hommes une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse, car s'ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes. En outre, leur connaissance de la race canine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect. Dans l'entrepont, Buck et Curly firent la connaissance de 2 autres compagnons captifs comme eux. L'un, Spitz, était fourbe et voleur. L'autre, Dave, était morose et solitaire. Il sut promptement faire comprendre à Curly, qui multipliait les avances, sa volonté d'être laissé tranquille. Les jours passèrent, et peu à peu la température s'abaissait. Jamais Buck n'avait eu si froid. Enfin, le paquebot toucha la terre d'Alaska. Lorsqu'il sauta à terre, Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant. D'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil. Il en happa une au passage et demeura surpris. Cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l'eau. Buck voyait de la neige pour la première fois de sa vie. La première journée fut un véritable cauchemar. Le pays était rude. Les bêtes et les hommes ne connaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens se battaient, pareils à des loups. Curly en fut la première victime. Bientôt, Buck eut à supporter une nouvelle épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroies et de boucles. C'était un harnais semblable à ceux qu'il avait vu tant de fois mettre aux chevaux. Et comme eux, il lui fallut tirer un traîneau portant son maître, ainsi que de charges de bois. Quoique sa dignité fût profondément blessée d'être ainsi transformée en bête de trait,
il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit donc au travail et fit de son mieux. François était sévère et usait de son fouet. Dave plantait la dent dans l'arrière-train de Buck à chaque erreur. Spitz, en tête, lui grognait des reproches méchants. Buck apprit vite et fit en quelques heures de remarquables progrès. Avant la nuit, 2 autres chiens s'étaient joints à eux. Billet était faible et indulgent. Il fut aussitôt la victime privilégiée de Spitz. Solek, lui, était un vieux chien décharné et couvert de glorieuses cicatrices. Il n'avait plus qu'un œil, mais celui-ci brillait d'une telle vaillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Comme Dave, il ne demandait ni ne donnait rien. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le problème du sommeil. Tout naturellement, il se rendit dans la tente où brûlait une chandelle, mais Perrault et François le jetèrent dehors. Il soufflait un vent terrible qui le glaçait. Misérable et désolé, il chercha longuement un abri ou un peu de chaleur. Il se demanda comment faisaient ses compagnons, mais ne les trouva nulle part. Tout à coup, la neige céda sous ses pattes et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Un gémissement amical l'accueillit. C'était Billet qui était roulé en boule sous la neige et qui lécha amicalement le museau de l'intrus. Buck retint la leçon et creusa son propre trou. En un instant, la chaleur de son corps remplit ce petit espace et il trouva enfin un repos bien gagné. Il n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Se trouvant emprisonné sous la neige durcie, la peur le saisit. Instinctivement, ses muscles se contractèrent et avec un hurlement féroce, il apparut au grand jour dans un éclaboussement de neige. François salua son apparition. « Ah, ce Buck est plus malin qu'un singe. Il apprend avec une rapidité surprenante. » C'est ainsi que commença la première journée de travail de Buck. Perrault portait les dépêches du gouvernement canadien. 4 autres chiens furent ajoutés à l'attelage et très vite le traîneau partit. Quoique la tâche fût dure, elle ne parut pas méprisable à Buck. Il était gagné par l'ardeur qui animait tout l'attelage. Spitz en était le conducteur. Buck, encore un peu maladroit, reçut quelques coups de dents et de fouet à chacune de ses erreurs, mais à la fin du jour, il n'y avait plus à le reprendre. Les journées étaient longues et épuisantes. On levait le camp dans l'obscurité et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs en marche. Le soir, on dressait aussi le camp la nuit noire. Les chiens recevaient une ration de poisson et se couchaient sous la neige. Buck apprit à se contenter de cette ration et à la manger avant qu'on ne la lui vole. Bientôt, il n'hésita pas à voler à son tour lorsque l'occasion se présentait. Le développement physique de Buck fut complet et rapide. Ses muscles prirent la dureté du fer. Il devint insensible à la douleur. Sa vue, son odorat et son ouïe devinrent extrêmement subtils. Pour étancher sa soif, il apprit à casser la glace qui le séparait de l'eau. Des instincts endormis se réveillèrent en lui. Il apprit à se battre et à hurler comme les loups. Mais, trop neuf à cette vie rude pour s'y trouver tout à fait à l'aise, il évitait les querelles. Nulle impatience ne trahissait la haine mortelle qu'il nourrissait à l'égard de Spitz, qui tentait toutes les provocations. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies que celles des autres chiens, et il boitillait en souffrant horriblement. À la nuit, il se laissait tomber comme mort, sans même pouvoir venir chercher sa ration que François était obligé de lui apporter. Celui-ci avait pris l'habitude de le frictionner tous les jours après le souper. À la longue, les pattes de Buck s'endurcirent à la route. Au fil des jours, l'admiration et le respect des 2 hommes, mais aussi des chiens à l'égard de Buck, grandissaient. Il avait été saisi de cette passion incompréhensible pour le trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle. Spitz sentait sa suprématie diminuer. Buck désirait la direction suprême. Il en vint à menacer effrontément l'autorité de Spitz, s'interposant entre lui et ceux qu'il voulait punir en tant que chef de l'attelage. Insidieusement, il créait un climat de mutinerie au sein de ses compagnons. Le désordre s'installait et François dut intervenir à plusieurs reprises,
conscients que tôt ou tard, un affrontement mortel se produirait. Ils arrivèrent à Dawson et en repartirent après 7 jours d'un repos bien mérité. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières, et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Les circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état. Mais Buck avait semé la révolte et détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage. Spitz n'était plus un chef à redouter. Seuls Dave et Sol-Lek ne bronchaient pas et continuaient leur labeur avec indifférence. François s'arrachait les cheveux. Il appuyait Spitz de son autorité, mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était l'instigateur de ce désordre, mais Buck était trop habile pour se laisser surprendre. Un soir, après souper, un des chiens fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt, la meute entière partit en chasse et, très vite, fut rejointe par une 50aine de chiens indigènes. Au moment où Buck allait saisir sa proie, Spitz l'attrapa et lui brisa les reins. Buck, furieux, se précipita sur lui et la lutte tant attendue commença sous les yeux étincelants des chiens qui formèrent un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté et Buck reçut plusieurs blessures avant d'avoir pu en infliger une seule. Il chancelait sur ses pattes. Le cercle des chiens loups était prêt à achever le vaincu. Mais Buck s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule et, rasant la terre au dernier moment, referma ses dents sur la patte droite de Spitz. Il renouvela sur la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux se refermer lentement sur lui. Il sentait leur haleine souffler sur ses flancs. Il hurla comme pour éloigner la mort prochaine. Buck fit un bond et le renversa d'un coup d'épaule. Spitz disparut sous la horde affamée, tandis que Buck, resté debout, contemplait le massacre. Au matin, Perrault et François constatèrent la disparition de Spitz et comptèrent les blessures de Buck. Perrault examina les déchirures. Ah, Spitz s'est battu comme un démon. Et Buck comme l'enfer tout entier, reprit François. Tandis que les hommes s'occupaient d'atteler les chiens, Buck vint à la place qu'occupait Spitz, mais ce fut Sol-Lek qui y fut installé. Buck sauta sur lui et le chassa. Il a tué Spitz et maintenant il croit faire l'affaire comme chef. Allez, va-t'en, Buck, hors de là. Mais Buck ne désarma pas. Il en fit tant et tant que les hommes finirent par accepter leur défaite. Ils détachèrent Sol-Lek et Buck, frétillant et glorieux, vint prendre la tête de l'attelage. À la fin du jour, il avait prouvé qu'il était digne du poste si orgueilleusement revendiqué. François était stupéfait. Oh, ce chien est unique. Il vaut une fortune. Et Perrault approuvait. Non seulement ils avaient regagné le temps perdu, mais ils prenaient tous les jours de l'avance sur le dernier record. La course se passa merveilleusement et ils arrivèrent à Skagway dans l'admiration générale. Puis vinrent des ordres officiels. François et Perrault durent se séparer de l'attelage. Buck et ses camarades furent alors confiés à un Écossais et reprirent, en compagnie d'une douzaine d'autres attelages, la pénible route de Dawson. Il ne s'agissait plus de battre des records. Ils faisaient le service de la poste, passant constamment sur la même route, traînant éternellement la même lourde charge. Ce métier ne plaisait pas autant à Buck. Néanmoins, il mettait son orgueil à bien faire. C'était une vie monotone et bien réglée. Son plus grand plaisir était de se coucher le soir auprès du feu. Il pensait parfois au juge Miller, mais il n'avait pas le mal du pays. Le Sud lui était devenu vague et lointain. Bien plus puissants se réveillaient en lui les instincts primitifs qui sommeillaient au fond de son être. Lorsqu'ils arrivèrent à Dawson, les chiens étaient éreintés. Il leur aurait fallu un repos d'au moins une semaine, mais 2 jours plus tard,
la caravane chargée de lettres dut repartir. Il neigeait tous les jours, ce qui rendait le trajet plus difficile et imposait aux chiens une fatigue plus grande encore, malgré les soins que leur prodiguaient des hommes. Chaque soir, les bêtes étaient pansées les premières et mangeaient avant les hommes. Mais toutes ces précautions n'empêchaient pas leur force de diminuer. Buck résistait malgré sa fatigue et tâchait de maintenir la discipline parmi ses camarades épuisés. Billy geignait et gémissait toute la nuit dans son sommeil. Sol Lake devenait irritable. Dave était atteint d'une maladie intérieure et souffrait plus que tous les autres. La douleur lui arrachait des cris, mais les hommes ne trouvaient pas la cause de son mal. Un jour, il fut si faible qu'il tomba plusieurs fois. Peu à peu, ses forces l'abandonnèrent tout à fait. Le lendemain, on entendit un coup de revolver. Le conducteur du traîneau venait de mettre un terme aux terribles douleurs du pauvre Dave. « 30 jours après avoir quitté Dawson, le courrier entrait à Skagway dans un piteux état. Buck avait perdu 17 kilos et ses compagnons avaient souffert plus encore. « Hardy, mes pauvres vieux, leur dit le conducteur, c'est la fin, on va se reposer pour de bon à présent. » Mais les lettres adressées aux mineurs formaient des montagnes et le gouvernement n'admettait aucun retard. Le courrier devait repartir, quitte à remplacer les attelages par des équipes fraîches. Aussi, le matin du 4e jour, des Américains achetèrent l'attelage pour une bouchée de pain et Buck vit l'Écossais disparaître de sa vie, comme tant d'autres. Les Américains étaient totalement inexpérimentés. Buck les regarda charger le traîneau avec appréhension. Charles était un homme d'âge moyen et d'un caractère mou. Il voyageait avec sa femme, Mercedes, qui se manifestait par une hystérie capricieuse et autoritaire, et son beau-frère, Al, un garçon de 19 ans. Ils voulaient emporter un tel chargement qu'ils mirent une journée entière à en trouver l'équilibrage. Ils durent même acheter 8 chiens en renfort, sans réaliser que les provisions ne seraient pas suffisantes pour un tel équipage. De plus, les nouveaux chiens n'étaient pas bons à grand-chose et Buck ne put réussir à leur apprendre leur métier. Avec une inconscience qui n'avait d'égal que leur orgueil, les Américains se lancèrent dans un voyage qui semblait voué à l'échec. En très peu de jours, la nourriture vint à manquer. Al diminua donc brutalement les rations et décida d'allonger les heures de marche. Les souffrances des bêtes devinrent cruelles. Elles moururent une à une. Le voyage arctique, dépouillé de son charme imaginaire, devenait pour les Américains une réalité trop rude. Ils perdirent vite toute ombre de douceur et de bienveillance, se querellant sans cesse et maltraitant les bêtes. Buck croyait marcher en un affreux cauchemar. Il tirait tant qu'il pouvait, et lorsqu'il tombait, il recevait une grêle de coups de fouet ou de bâton. Sa belle fourrure avait perdu tout son lustre et sa souplesse. Le poil traînait dans la boue, emmêlé et durci par le sang coagulé, et sa peau flottait en plis vides et lamentables. Les autres chiens, réduits au nombre de 7, étaient dans le même état, devenus des squelettes ambulants. Le printemps commençait, mais ni les hommes ni les chiens ne s'en apercevaient. Sous le murmure printanier, frémissant de joie de vivre, la troupe lamentable se traînait en gémissant, pareille à une caravane de morts. Il n'y avait plus que 5 chiens lorsqu'ils arrivèrent enfin au camp de John Thornton. Les chiens se laissèrent tomber comme morts. L'homme regarda l'attelage.
Il se doutait que ses conseils ne serviraient pas à grand-chose, mais, par acquis de conscience, il engagea les voyageurs à se méfier de la glace pourrie et rongée en dessous. Hal ne fit aucun cas de ses recommandations et décida de repartir sur le champ. Il déroula son fouet pour faire lever les chiens, mais ceux-ci n'étaient plus en état d'obéir. Le fouet commença à cingler sous le regard crispé de John Thornton. Solleck, le premier, se remit péniblement debout, suivi des 3 autres chiens. Seul, Buck demeurait immobile, étendu à sa place, où il s'était affalé, insensible en apparence, au fouet qui le cinglait sans merci. Pour la première fois, Buck manquait à son devoir. Outre son épuisement, son instinct lui faisait pressentir une catastrophe prochaine. Il avait senti que la glace qu'il avait foulée tout le jour était dangereusement amincie et redoutait la rivière où son maître voulait le conduire. Même les coups de bâton qui tombaient à présent sur lui et menaçaient de le tuer ne le firent pas bouger. Brusquement, John Thornton s'élança sur Hal et lui arracha son bâton en disant d'une voix étranglée « Si vous touchez encore à ce chien, je vous tue !»« Mais il est à moi ! Reculez, ou je vous fais votre affaire !» Mais Thornton ne recula pas, et Hal saisit son couteau de chasse. D'un coup sec, Thornton s'empara de l'arme et s'en servit pour couper les traits de Buck. Renonçant à l'affrontement, et jugeant que Buck ne pourrait plus servir à rien, les Américains s'éloignèrent avec leur piteux attelage. Tandis que Buck, qui avait relevé la tête en entendant partir ses camarades, les suivait du regard, Thornton s'agenouillait près de lui, et de sa main rude, plus douce à ce moment que celle d'une mère, il chercha si la bête avait quelques os cassés. Il ne découvrit que des contusions et un pitoyable état de maigreur et de faiblesse. Pendant ce temps, le traîneau avançait lentement sur la glace. Tout à coup, l'homme et le chien, qui le suivaient des yeux, le virent s'enfoncer par l'arrière, puis disparaître dans l'eau. La glace venait de se rompre. Soigné et nourri par John Thornton, Buck retrouvait doucement sa force perdue. Il s'adonnait pleinement aux douceurs de la paresse, légitime en ces temps de convalescence. John Thornton lui manifestait une vraie affection. Jamais il n'oubliait de le saluer d'un bonjour amical ou d'un mot gentil. Il jouait, s'entretenait avec lui comme avec son égal, et Buck sentait le prix d'une pareille faveur. Thornton avait une manière de lui prendre les joues à 2 mains et de lui secouer la tête rudement en faisant pleuvoir sur lui, pour le flatter, une avalanche de jurons qui plongeait le chien dans un délire de joie et d'orgueil. Car, pour la première fois, un amour vrai, profond, passionné, s'épanouissait en lui. Oh, certes, il avait éprouvé de l'affection et de l'estime pour le juge Miller et ses enfants, mais ces sentiments paisibles n'avaient rien à voir avec la passion qui l'animait aujourd'hui. En dépit de cette passion brûlante, le fauve, réveillé au contact de son entourage barbare, grandissait inexorablement au fond de lui. Bientôt, Buck se mit à errer au hasard de longues courses, et dès lors, son existence devint une bataille ininterrompue. Tous les jours, il revenait chargé de blessures. Aucun ennemi ne lui paraissait trop redoutable. Il se montrait sans peur et sans merci. Il obéissait à la loi primitive, tuer ou être tué, manger ou être mangé. Des profondeurs de la forêt, il entendait résonner de plus en plus distinctement un appel mystérieux, insistant. Mais un sentiment plus puissant encore, l'amour de son maître, l'arrêtait dans sa course, le forçait à retourner sur ses pas, à rejoindre les humains. Les 2 associés de Thornton, Hans et Peter, étaient revenus avec leur radeau. Leur premier contact avec Buck ne fut pas facile, celui-ci refusant jalousement de les laisser prendre place au foyer. Lorsque les explications du maître lui eurent fait comprendre qu'ils étaient de la famille, Buck les toléra, daigna accepter leurs avances, mais sans jamais leur accorder la moindre parcelle d'affection. Seul Thornton obtenait de lui amour et obéissance.
Vers la fin de l'année, les compagnons se trouvèrent dans une passe difficile. Il s'agissait de faire franchir à leur bateau une série de rapides extrêmement violents. Thornton fut projeté hors de l'embarcation et entraîné avec une violence inouïe vers la partie la plus dangereuse des rapides. Sa chute ne fit qu'une avec celle de Buck, qui plongea hardiment à sa rescousse au milieu des eaux tumultueuses. Sentant que Thornton l'avait saisi par la queue, le brave chien vira de bord et tenta de se diriger vers la berge, mais en vain. La force du courant était trop puissante. Thornton réussit à s'accrocher à un rocher et ordonna à Buck d'aller retrouver Hans et Peter sur la berge. Délesté d'un poids écrasant, le chien parvint à la berge. Les deux hommes lui passèrent une corde autour du cou et des épaules et le renvoyèrent à l'eau. Intrépide, le chien affronta une seconde fois le courant, mais dans sa hâte fiévreuse, il manqua le but et passa un peu trop loin de son maître. Il tenta de revenir en arrière, mais se trouvant englouti et entraîné par les eaux furieuses, disparut de la surface. Aussitôt, Hans et Peter tirèrent sur la corde et le ramenant à demi noyé sur la berge, tentèrent de le réanimer. À ce moment, la voix de Thornton parvint, lasse et lointaine, en un suprême appel. Du fond de son évanouissement, Buck en reçut le choc. Il se releva comme galvanisé et d'un bond s'élança dans les rapides. Cette fois, il réussit à dominer son impatience et toucha son but. Thornton le saisit par le cou. Et tous deux furent entraînés, roulés, submergés 10 fois. Mais la corde les ramena enfin sur la berge. Réanimé par les rudes soins de ses camarades, le premier regard de Thornton fut pour son chien inerte. Au mépris de ses plaies et de son immense fatigue, le maître se mit à masser, à frictionner et à panser son héroïque ami. On lui trouva 3 côtes brisées, ce qui détermina les hommes à camper en cet endroit jusqu'à son complet rétablissement. Lorsque Buck fut totalement remis, les compagnons partirent vers l'est, à la recherche d'une mine fabuleuse dont le souvenir remontait aux origines mêmes de l'histoire du pays. Bien des aventuriers y étaient partis. Des milliers avaient disparu sans laisser de traces. Et ceux qui revenaient, épuisés et mourants, ramenaient des pépites d'or d'une grosseur surprenante, telle que les autres n'en avaient jamais vu. John Thornton, Hans et Peter, accompagnés de Buck et d'une demi-douzaine d'autres chiens, se dirigèrent donc sur la piste inconnue. Thornton savait parfaitement vivre en pleine nature. N'étant jamais pressé par le temps, il chassait sa nourriture tout en marchant. Si le gibier manquait, il poursuivait son chemin sans se troubler, sûr d'en trouver tôt ou tard. Cette vie de chasse, de pêche, de vagabondage infini dans des pays inconnus fut pour Buck un temps de liesse et de joie perpétuelle. Pendant des semaines entières, on marchait du matin au soir. Pendant d'autres, au contraire, on semblait vouloir prendre racine en quelques lieux solitaires. Vers la fin de l'année, les voyageurs pénétrèrent dans une région triste et fantastique, dont le silence n'était troublé que par le souffle glacé du vent. Pendant tout un hiver encore, ils suivirent dans la forêt les traces à demi effacées de ceux qui les avaient précédés. Le retour du printemps mit un terme à ces vagabondages, car les aventuriers trouvèrent un étang dont l'or reluisait comme du beurre jaune au fond des tannes. Le camp fut dressé là. Les chiens n'avaient rien d'autre à faire que de rapporter de temps à autre le gibier tué par Thornton. Buck passait de longues heures à rêver au coin du feu, à ces choses primitives dont il avait la confuse nostalgie. L'appel qui résonnait au fond de la forêt éveillait en lui une foule de désirs indéfinissables et d'étranges sensations. Mu par un pouvoir plus fort que sa volonté, il partait, cherchant obscurément à découvrir l'origine de l'écho qui résonnait en lui. Il errait dans la forêt, humait la mousse fraîche, guettait avec une inlassable curiosité tout ce qui bougeait autour de lui, le mouvement des multiples petites vies abritées par les grands arbres, insectes ou bestioles aux poils fauves. Il s'enfonçait de plus en plus profond, de plus en plus loin, mais revenait toujours au camp, auprès de Thornton. Par-dessus tout,
Il se plaisait à courir ainsi dans la pénombre odorante des nuits d'été. À cette heure, plus mystérieux, plus proche aussi, résonnait l'appel, la voix qui l'attirait du fond même de la nature. Une nuit, il fut réveillé tout à coup en sursaut. Alerte, les yeux brillants, les narines frémissantes, le poil hérissé en vagues. L'appel se faisait entendre, et tout près cette fois. Jamais il ne l'avait distingué si clair et si net. Cela ressemblait au long hurlement du chien indigène. Et dans ce cri familier, il reconnut cette voix, entendue jadis, qu'il cherchait depuis des semaines et des mois. Silencieux comme une ombre, il quitta le camp endormi et s'élança dans le bois. Mais comme il se rapprochait de l'être qui l'appelait, il ralentit progressivement son allure et s'avança, prudent, rusé. Soudain, au cœur d'une clairière, il vit, assis sur ses hanches et hurlant à la lune, un loup de forêt, long, gris et maigre. Bien qu'il n'ait fait aucun bruit, le loup sentit sa présence et cessa son chant. Buck s'avança, la queue droite, les oreilles hautes, prêt à bondir. Pourtant, tout dans son allure marquait en même temps que la menace le désir de faire amitié. Mais le fauve prit la fuite. S'ensuivit une poursuite étrange, au cours de laquelle les animaux s'arrêtaient, se dévisageaient, puis reprenaient leur course. Enfin, le fauve s'arrêta sans crainte et laissa le chien lui lécher le museau. Puis ils marchèrent côte à côte des heures durant, le loup semblant indiquer un but précis. Mais lorsque le jour se leva, le souvenir de John Thornton étreignit soudain le cœur de Buck, et il s'arrêta. Le loup revint vers lui, le poussant avec son nez, l'encourageant à le suivre. Mais Buck retournait lentement sur ses pas, et pendant 1 heure, son frère sauvage le suivit, gémissant à son tour. Puis il s'assit et poussa un long hurlement, tandis que Buck s'éloignait. Au camp, il sauta sur son maître, lui lécha la figure et les mains, criant de joie, renversant tout sur son passage dans sa folle expansion de tendresse. Pendant 2 jours et 2 nuits, il ne quitta pas son maître des yeux. Puis, il fut hanté par le souvenir de cette course à 2 et repartit dans les bois. Il passa ainsi 4 jours dans la forêt à chasser et à chercher son frère sauvage. Mais il ne le trouva pas. Tandis qu'il retournait vers le camp, il pressentit une présence nouvelle, un drame tout proche. Plus il s'approchait du camp, et plus ses doutes se confirmaient. 1000 détails le mettaient en alerte. Son odorat lui révélait le passage d'êtres vivants sur les traces desquels il courait. Le silence absolu de la forêt le frappa. Tandis qu'il se glissait, rapide et furtif comme une ombre, une senteur irrésistible le prit soudain à la gorge et le détourna de sa route. Il arriva dans un taillis où il trouva un des chiens achetés à Dawson, gisant sur le flanc, traversé de part en part par une flèche barbelée. Il entendit alors s'élever du camp une sorte de mélopée sauvage et monotone. Rampant à plat ventre, au bord de la clairière, il découvrit le cadavre de Hans, couché sur la face, le corps hérissé de flèches comme un porc-épic. Au même instant, il aperçut à travers les branches un spectacle qui lui fit hérisser le poil et le remplit d'une rage aveugle. Des peaux rouges dansaient la danse de guerre autour de la cabane en ruine de John Thornton. Un grondement féroce s'échappa de la poitrine convulsée de Buck. Oubliant la prudence et la ruse si chèrement acquises, il s'élança sur les peaux rouges épouvantées. Il bondit de l'un à l'autre. Il était partout à la fois et se dérobait à leur cou. Paniqués, les Indiens s'enfuirent de tous côtés. Buck les terrassa dans les taillis. Puis, las de les poursuivre, il revint au camp où il trouva le corps de Peter, roulé dans ses couvertures, là où la mort l'avait surpris. L'état du sol autour de la hutte décelait la résistance désespérée de Thornton. Buck
le nez à terre, poussant des cris ardents et plaintifs, suivit jusqu'au bord de l'étang la piste de son maître. Mais les eaux troubles et profondes cachaient à jamais le corps de John Thornton. Buck passa le jour entier à errer autour de l'étang, poussant des gémissements lugubres ou des hurlements désolés. La disparition de son maître creusait en son cœur un vide impossible à combler. La lune apparut, baignant la terre d'une lumière sépulcrale, et Buck sentit monter dans la forêt l'éveil d'une vie nouvelle. Il se dressa, humant l'air. Des hurlements se rapprochaient rapidement. Il reconnut en eux une part de ce passé qui ressuscitait en lui. S'avançant dans la clairière, il écouta la voix qui depuis si longtemps le sollicitait. Maintenant, il était libre de lui répondre et de lui obéir. John Thornton mort, plus rien ne rattachait Buck à l'humanité. Comme un flot argenté, la meute des loups déboucha dans la clairière où Buck, immobile comme un chien de pierre, attendait leur venue. Son aspect était si imposant qu'ils s'arrêtèrent un instant. Mais un loup plus hardi que les autres sauta sur le chien, rapide comme l'éclair. 3 autres tentèrent de l'attaquer et se retirèrent en désordre. Enfin, la horde entière se rua sur lui, mais Buck déjoua toutes les attaques. S'adossant à un talus et protégé de 3 côtés, il réussit à se défendre si vaillamment que les loups découragés reculèrent enfin. Soudain, un loup grand et maigre se détacha de la troupe et s'approcha de Buck avec précaution, mais en gémissant doucement. Buck reconnut soudain son frère sauvage, son compagnon d'une nuit. Leurs museaux se touchèrent et le chien sentit battre son cœur d'une émotion nouvelle. À son tour, un vieux loup décharné, couvert de cicatrices, se rapprocha. Buck, tout en retroussant les lèvres, lui flaira les narines et remua doucement la queue. Alors, le vieux guerrier s'assit et, pointant son museau vers la lune, poussa un hurlement mélancolique. Les autres reprirent en chœur. Buck reconnut la peine. Il s'assit et hurla de même. Alors, la meute l'entoura en le reniflant, sans plus lui témoigner d'hostilité. Subitement, les chefs, poussant le cri de chasse, s'élancèrent dans la forêt. La bande entière les suivit, donnant de la voix tandis que Buck, aux côtés de son frère sauvage, galopait en hurlant comme eux. Ceci est la fin de l'histoire de Buck. Quelques années plus tard, les Indiens remarquèrent une modification dans la race des loups de forêt. De plus forte taille, certains jeunes avaient des taches fauves aux yeux et sur le front ou la poitrine, une étoile blanche. Aujourd'hui encore, parmi les Indiens, on parle d'un chien esprit qui mène la bande des loups et qui est plus rusé qu'aucun d'eux. Les hommes évitent la vallée du bord de l'étang, car en ce lieu, un visiteur apparaît périodiquement. C'est, dit-on, un loup géant à la superbe fourrure et à l'allure dominatrice. Il descend jusqu'à la berge, s'arrête et semble rêver. Puis, avec un long hurlement dont la tristesse glace le sang, il reprend sa course vers la forêt profonde, qui désormais est sa demeure.